Bonjour et bienvenue dans la saison 1 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies, tout un programme. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. Climat scolaire, relations avec les élèves, avec les familles, des thèmes sans cesse revisités, travaillés. Et si en ce début d'année, nous prenions davantage le temps d'entrer dans les méandres de leur signification? Comment être soi au cœur de la relation? Mon invitée pour ce premier podcast est une femme qui respire la joie de vivre. Entière, engagée, passionnée. Ancienne infirmière en réanimation puis infirmière scolaire, formée en CNV, communication non violente, elle partage et enseigne aujourd'hui cette manière d'être en relation, cette manière de vivre la relation. Je suis ravie d'accueillir dans EducCare Véronique Gaspard. Bonjour Véronique. Bonjour, merci pour cette invitation. C'est avec grande joie que je te retrouve aujourd'hui, puisqu'on se connaît maintenant depuis 1 an, et avec cette envie en fait de t'entendre autour de la relation. Donc ma toute première question, parle-nous de ton parcours professionnel et de ce qui t'a amené à ce que tu vis, partages et enseignes aujourd'hui. Alors j'ai démarré ma vie professionnelle comme infirmière en réanimation, comme tu l'as dit, et ça m'a permis déjà de peut-être créer du lien avec les gens d'une manière différente quand ils étaient par exemple dans le coma, et de regarder que la relation elle était toujours au cœur de nos soins avec un chef de service qui était remarquablement humain. Et puis j'ai appris qu'il n'y avait pas d'urgence, et ça m'a profondément marquée. Et j'ai aussi appris à ce moment-là l'art du travail bien fait pour faire en sorte que les gens qui soient dans le service gardent le meilleur service de leur passage dans nos mains. Et je crois que ça a été une empreinte importante dans ma vie professionnelle de toujours chercher à faire le mieux possible et faire en sorte que les gens aient un souvenir qui soit le mieux du mieux. Et quand j'ai travaillé en accompagnement fin de vie au domicile, j'avais aussi cette intention de me mettre le plus au service. Infirmière scolaire, la même chose. Et je crois que c'était une empreinte importante. Et de ce fait, pour toi, quel a été l'événement déclencheur ou vraiment la rencontre qui a été déterminante pour être davantage en relation avec les autres, avec l'autre? Je crois que j'aime la relation depuis que je suis toute petite parce que j'ai vécu dans une famille où la relation était importante. Mais je l'ai réalisé très tard. Je crois que c'est quand j'ai commencé un travail personnel, grâce à la communication non violente, que j'ai pu avoir une infinie gratitude pour la famille dans laquelle je suis tombée, où j'ai vu mes parents être très au service des autres, à travers leur engagement pour l'église, à travers l'engagement pour une association de défense de l'environnement que mon père avait co-créée, beaucoup d'attention et d'entraide dans un milieu paysan où on allait s'aider les uns les autres pour planter les betteraves, les choux. Donc je crois que j'ai un ADN je crois que j'ai un ADN imprimé à la relation à l'autre. Il y avait déjà une orientation en fait. Je suis sûre de ça. Et qu'après avec le métier d'infirmière, ça m'a passionnée de regarder comment la relation elle favorisait l'acceptation ou pas de certains soins, parce que dans la relation de confiance, alors il y avait comme quelque chose qui pouvait se détendre et qui pouvait favoriser aussi certains pansements, certaines injections. Et je crois que cet ADN m'a précédée pour mon métier d'infirmière, vraiment, profondément. Et tu l'as véritablement après découvert ou redécouvert peut-être, ou tu lui as donné une intensité, une forme peut-être? Je crois que je m'en suis vraiment rendu compte avec la communication non violente. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'était plus facile pour moi d'être en relation avec les autres qu'avec moi. J'avais pas appris ça. Et donc c'est vraiment un thème qu'on va certainement redévelopper peut-être au fur et à mesure de notre échange. Mais de regarder que la relation à moi, c'était encore assez inconnu et ça reste encore largement inconnu à certains moments. Je ne fais pas la fière, même si ça fait 15 ans que je m'accroche à ce processus qui m'a donné de la clarté et beaucoup de conscience sur le conditionnement que j'ai reçu en lien avec certaines formes de langage. Alors, tu évoques la relation à l'autre, mais concrètement, ça veut dire quoi être en relation ?
J'aime cette question parce que je me la pose de manière vraiment chronique. C'est peut-être, là, ce qui me vient tout de suite, l'art de pouvoir comprendre au-delà les mots. Je crois qu'avant j'étais très attachée aux mots, j'y reste, je vois, mais peut-être j'ai développé plus d'aisance pour, comme capter des choses au-delà de ce qui est dit. Donc au-delà des mots en fait. Oui. Et c'est intéressant pour nous dans notre métier d'entendre ça, au-delà des mots, alors que souvent dans notre façon de faire la classe ou d'être avec les autres, le langage, le mot a beaucoup d'importance. Oui, alors bien sûr que ça reste important, surtout quand on en mesure l'impact, et c'est en ça où moi j'ai plongé avec joie dans ce processus de la communication non violente. C'est que j'ai réalisé que la plupart des mots qui sortaient de ma bouche c'était des mots que je reproduisais par habitude avec zéro conscience, sans en mesurer l'impact, et qu'il y a un moment où, quand je suis en lien avec des adolescents ou des enseignants, chefs d'établissement, inspecteurs, je vois que cet art d'entendre derrière ce qui est dit, oui, ça m'aide vraiment à être en relation, et je dirais que ça m'aide à être dans une relation plus de cœur à cœur, là où moi j'ai été dressée à être dans ma tête et à tenter de comprendre ce qui se passait dans la tête de l'autre. Donc c'est sortir quand même d'une forme de compréhension et entrer dans quelque chose de plus subtil. Oui, c'est très... J'aime bien utiliser ce mot spirituel, c'est très spirituel, cette approche de la communication non violente. Parce que la personne parle et au-delà les mots, il y a une vibration que j'aime percevoir pour être vraiment en lien avec cette personne. Je dirais comme une intensité, quelque chose qui est une présence avec une vraie présence. Oui, une présence pour être certaine que je suis bien en train d'entendre ce que la personne aimerait me dire. Parce que moi je crois que il me semblait que quand je parlais, le message que j'émettais c'était celui que l'autre recevait. Et je me suis rendu compte qu'avec cette croyance, il y avait beaucoup d'incompréhension. Et que là, le fait de pouvoir entendre au-delà les mots, moi je pense que c'est un art qu'on développe, vraiment. Au fur et à mesure. Oui. Alors depuis tout à l'heure, on utilise le sigle CNV, communication non violente. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'historique de ce... Alors je ne vais pas dire de ce mouvement, de cette manière d'être en fait, de cette manière de vivre. Qui est le fondateur? Comment ça a commencé? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors Marshall Rosenberg, qui est à l'origine de ce processus, qui était quelqu'un de très humble, a dit qu'il n'avait rien inventé, il s'était simplement contenté de réunir des sagesses ancestrales et qu'il a mis en forme ces sagesses comme pour nous donner des repères de conscience. Alors évidemment, moi avec mon métier d'infirmière, je prends souvent des repères. On voit à travers la lecture que ce processus démarre par une question d'intention. Si mon intention c'est d'être en relation avec moi ou avec quelqu'un, alors je vais mettre mon attention sur 4 étapes différentes. Et moi j'aime parler des vertèbres de la conscience en lien avec ce job, et de regarder que quand je regarde un être humain, je vois pas ses vertèbres. Je sais que c'est ce qui l'aide à tenir debout, à être assis, et que ces étapes, ce sont des étapes qui vont être des repères internes et qui vont me permettre de mettre mon attention quand j'entends l'autre ou quand je m'écoute moi sur des points particuliers et qui vont me guider pour avoir plus de clarté dans la relation. Donc Marshall a 7 ans quand il se fait casser la figure lors des tensions de Détroit, et puis il est ahuri de voir que les jeunes qui le tabassent le traitent de youpin alors que lui il ne sait pas ce que c'est. Et il est profondément étonné de voir qu'une religion puisse avoir un tel impact. Et puis que quand il rentre chez lui cette même journée, alors que sa maman et son oncle s'occupent de leur mère en fin de vie, il voit aussi le sourire affiché chez ces 2 adultes. Et il se dit c'est très étonnant qu'il y ait des gens qui visiblement s'amusent en contribuant quand d'autres s'amusent en cassant la figure. Donc en devenant docteur en psychologie, il espère qu'il va avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de l'être humain, et il s'ennuie assez vite, et quand il réintègre le laboratoire d'études de Carl Rogers, il va mettre son attention sur la compréhension du fonctionnement de l'être humain, et il part d'un présupposé un peu fou que l'être humain est un être de contribution
à la naissance. Et que peut-être qu'à partir du langage que l'on reçoit, peut-être qu'à partir du conditionnement lié au langage, eh bien, il y a des moments, il y a des mots qui sont utilisés et qui coupent l'être humain de son élan de contribution. Et donc, pour toi, c'est vraiment une vraie découverte à ce moment où toi, tu as commencé à te former, c'est ça ? Moi, la découverte, ça a été de réaliser, que j'étais violente sans avoir la moindre intention de violence, et que j'attendais beaucoup que les autres changent, là où toute la transformation, elle était à faire à l'intérieur de moi. Donc là, j'ai vraiment pris une claque de réaliser que j'avais les moyens de me rendre la vie belle sans attendre que les autres aient opéré le moins de changement. Comme si j'avais les moyens de me réapproprier un pouvoir que je laissais dans les mains des autres. Et de devenir peut-être véritablement humain, et au monde, enfin peut-être. Oui, certainement de pouvoir, moi, je dirais peut-être offrir un peu plus la nature de qui j'étais. C'est comme si je me suis autorisée à être un peu plus qui j'étais dans ma nature profonde. Je vois bien que tout à l'heure tu disais que j'étais quelqu'un qui avait de la joie de vivre, etc. Moi, le fait de partager ce que j'ai reçu, mais ça me donne la patate. Il y a quelque chose qui dit, je ne veux pas priver les êtres humains qu'ils veulent, bien sûr, du cadeau que moi j'ai reçu et que je me suis offert. Donc j'ai beaucoup de joie à faire ça. Mais je crois que j'ai pu me révéler dans cette envie de transmission, vraiment. Oui, c'est un révélateur véritablement de toi-même. Et puis en même temps dans ce don, parce que moi je sens à travers tout ça beaucoup de dons et de gratuité en fait dans la relation. Oui, ça m'a beaucoup. J'aime bien ta question, je te remercie parce que ça m'a permis de voir la grande différence entre le don conditionné et le don que je vais nommer le don girafe. Alors pour ceux qui m'écoutent, vous devez croire que je suis en train de perdre la tête. Mais Marshall Rosenberg a choisi la girafe comme animal symbole de la communication non violente, à la fois parce qu'elle voit les situations avec discernement, à la fois parce que c'est un animal, c'est l'animal dont le cœur est le plus musclé, donc elle essaie de voir les choses avec bienveillance. Et puis, il a considéré que tout le langage conditionné, il l'a attribué à un animal. Bon, il a choisi le chacal parce qu'il aimait la consonance du chacal en américain, pas parce qu'il avait quoi que ce soit contre le chacal, mais le chacal, si on le regarde dans la savane, il est un peu plus près du sol. Et donc, dans le don classique, je donne à quelqu'un en espérant pour un peu que lui, il me redonne quelque chose en retour. Et que dans le don girafe, entre guillemets, je donne avec la sécurité que ce que la personne reçoit, elle va certainement l'offrir à d'autres. Et il y a comme quelque chose qui devient exponentiel dans cette faculté à donner, sans attendre en retour. Et j'aime beaucoup expérimenter ça. On est dans l'idée peut-être de relais ou de maillon. C'est-à-dire, on parle souvent d'interdépendance, mais on est tellement reliés les uns aux autres. Plus on va donner, plus on va être invité à le faire au fur et à mesure les uns les autres. C'est ça ? En tout cas, c'est là où moi je mets mon espoir aujourd'hui. En tout cas, on y travaille. Oui, et tu y travailles. Oui, vraiment. Et de me dire que plus je peux offrir ce que j'ai reçu, plus j'espère peut-être que ça va faire des petits et que peut-être qu'on va contaminer le monde avec une forme comme ça de don ou d'amour. Je crois beaucoup à la force de l'amour, vraiment. En tout cas, un virus beaucoup plus positif. Je ne crois pas qu'il y ait de choses qui soient négatives ou positives, mais il y a certainement des choses, en tout cas, vers lesquelles j'ai envie de mettre plus mon attention que d'autres. Et ton énergie. Ah oui, ça c'est très clair. Ouais. Alors, on parlait justement de relations. En quoi changer de regard sur la relation est vraiment déterminant pour en prendre soin ? Ouais, moi j'aime bien, quand tu dis changer de regard, moi par exemple, ça m'a permis si je me relie au fait que tous les êtres humains, quoi qu'ils fassent, ils sont en train de nourrir un besoin, aussi complexe que ça puisse paraître, quand je prends cet exemple, j'aime bien citer souvent le même parce qu'il est quand même spectaculaire, celui-ci, cet élève qui crache sur le prof.
Avant, j'aurais eu tendance à vouloir le punir, peut-être même à considérer qu'il fallait qu'il paye pour sa faute. Et quand d'un seul coup je me dis, oh là, je change de regard, ce gamin, derrière cette stratégie tragique, il est simplement en train de chercher à nourrir un besoin. Et si je mets mon attention sur ce point particulier, qui est le besoin qui pourrait être nourri avec cette stratégie tragique pour lui, pour la relation à l'enseignant, pour l'impact que ça a dans un collège, dans la relation avec les enseignants, pour l'image de cet enseignant qui vient de se faire cracher dessus. Quand je mets mon attention pour aller regarder de quoi ça parle chez l'élève, alors là, je sais que je suis en relation avec lui. Je ne me coupe pas et je ne cherche pas à me couper de lui en le punissant. Il y a comme quelque chose qui sait qu'il a fait du mieux qu'il pouvait à un instant donné. Tu cherches par tous les moyens, entre guillemets, de le rejoindre, mais au plus profond de lui-même. Oui, dans quelque chose qu'il ignore certainement lui-même, parce qu'il est pris à ce moment-là dans son conditionnement, comme moi je l'ai été et comme je le suis encore tellement souvent. Et c'est comme si ça me ramène à une forme de compassion pour moi-même, pour tous les moments où j'ai posé des actes, mais pour lesquels je pourrais ne pas avoir de fierté. Et quand je me relie au fait qu'à ce moment-là, je nourrissais moi aussi des besoins, ça peut m'aider à être en lien avec une grande partie des êtres humains sur Terre. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça nous emmène justement sur la suite de ce dialogue autour de la relation, puisque est-ce que tu penses que lorsque l'on change de regard sur la relation, on entre dans un nouveau processus, ou est-ce que c'est acquis une fois pour toutes? Je rêverais d'une injection où ce serait acquis une fois pour toutes. Moi, je ne suis pas dupe que ça fait 8000 ans que nous sommes conditionnés avec un langage qui sert des structures de domination. Et quand Marshall a passé sa vie à débusquer toutes nos habitudes de langage qui peuvent susciter des réactions ou qui peuvent fermer les êtres humains, je ne suis pas dupe que même si ça fait 15 ans que je m'entraîne quotidiennement avec ce processus, la plupart du temps, je suis rattrapée moi-même par des habitudes, bien évidemment. Bien évidemment. Et de ce fait, c'est comment tu arrives à avoir cette prise de conscience pour justement te dire à ce moment-là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ou en train de dire? Alors ça, j'aime bien aussi. Moi, je me suis fait beaucoup de violence avec la communication non violente. C'est-à-dire que quand je suis sortie du premier stage, et peut-être même du deuxième et du 10e, c'est comme si je m'étais mis une nouvelle pression il faudrait que je sois, ça ne veut pas dire parfaite, parce que je ne crois pas que ça existe, mais puisque j'avais fait des stages, c'est comme si je ne m'autorisais plus à la moindre erreur, et que quand je me surprenais à juger, je considérais que c'était pas bien, bref. Et puis, grâce à ma marraine de l'époque, j'ai réalisé qu'il y avait une grande différence entre les instants premiers et les instants seconds. L'instant premier, je réagis, et je réagis avec les moyens qui sont les miens. Avant les stages, eh bien, j'enchaînais les instants premiers. Et maintenant, je peux bien sûr me laisser complètement embarquer dans un instant premier, et puis considérer que l'autre, c'est un abruti, vraiment. Et puis à un moment, hop, il y a comme quelque chose qui dit « Ah, ok, est-ce que c'est le type de réaction, de relation que tu veux vivre ?» Et là, je vais avoir les moyens de transformer mon jugement pour aller regarder de quoi ça parle d'important chez moi à ce moment-là. Et c'est là où je crois à la force de la communication non violente, c'est de retrouver des moyens, et pas forcément dans l'instant premier. Il y a des moments où ça peut me demander du temps, mais de réussir à transformer, c'est souvent ce que je dis, il y a une de mes collègues suisses qui dit que la CNV, c'est l'art de transformer la merde en compost, et j'aime bien parce que ça peut prendre du temps en fait, et donc de ne pas se faire plus de violence avec un processus qui s'appelle la communication non violente. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance. Et à vraiment avoir en tête sans arrêt. Oui. Et surtout quand on débute, parce que j'imagine quand on commence à se former, on aurait des envies peut-être de réussir, d'y arriver, de performer d'une certaine manière. Et en fait, c'est pas du tout l'esprit. Oui, ça demande, en tout cas moi, ça m'a demandé beaucoup d'humilité. Et j'ai vu que en sortant d'un stage, de stages, ce que je vivais dans les stages, c'était exactement ce que j'avais envie de vivre tout le temps. Et donc il y avait un bout chez moi qui était largement tenté de chercher à convaincre des gens qui m'avaient rien demandé. Et maintenant, quand j'accompagne les sorties de stage,
souvent j'invite les participants, et après chacun fait bien ce qu'il veut, hein, ça me dépasse, mais je les invite surtout à pratiquer à l'intérieur d'eux-mêmes, et que peut-être qu'à un moment il y a quelque chose qui va émaner et qui va se rendre visible dans un changement de comportement, et que peut-être d'autres personnes viendront vers les gens formés en disant « Tiens, il y a eu un changement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ?» Moi, je pense que j'ai fait beaucoup de dégâts à vouloir convaincre les gens qui étaient autour de moi. Et à utiliser, entre guillemets, aussi les personnes de ton entourage pour... alors, je vais dire comme cobaye, c'est pas forcément le bon mot, mais... Ah si, c'est parfaitement le bon mot, et c'est ce que je dis maintenant dans les sorties de stage. Si jamais vous voulez utiliser vos collègues, ou vos enfants, vos compagnons, vos compagnes, surtout... faites-leur signer un papier comme quoi ils s'engagent à être le cobaye pendant 5 ou 10 ans d'expérimentation d'une pratique spirituelle telle qu'est la communication non violente. Oui. J'aurais aimé entendre, et peut-être j'ai entendu ça, parce que j'ai aucun doute sur le fait que les formateurs qui m'ont accompagné me l'ont certainement dit, mais il y avait certainement un bout chez moi qui devait croire que c'était des balivernes, j'en suis quasi certaine, vu... ma volonté de convaincre à l'époque, et qui reste encore certainement assez présente à certains moments. Je peux me voir faire encore. Ça veut dire aussi dans tout ça que la temporalité, elle est vraiment importante. Le temps a sa place dans cette formation, dans cette transformation, tu dirais ? Oui, alors je pense qu'il y a des électrochocs. Moi, quand je me suis rendu compte que ce que j'appelais de l'écoute, généralement c'était des conseils où je minimisais, où je dramatisais, où je donnais de l'empathie pour les tiers absents. J'ai eu un choc immédiat de voir que mes habitudes d'écoute, finalement, c'était plus des habitudes qui me protégeaient moi qu'une véritable écoute que j'imaginais offrir à l'autre. Ça a été un électrochoc dans la seconde. Ça ne veut pas dire que j'ai tout de suite eu les moyens de l'empathie telle qu'on l'a définie en communication non violente, mais au moins ça m'a permis de me voir en temps réel, et que quand je donnais des conseils à mes enfants, et qu'ils ont commencé à être un peu initiés, ils m'ont tout de suite mis en état d'alerte en disant « Hey maman, est-ce que tu vois que là tu me donnes des conseils alors qu'on ne te demande rien ?» Donc je pense qu'il y a des électrochocs qui sont rapides, instantanés. Par exemple, voir derrière des stratégies tragiques que ça parle d'un besoin, voir que quand quelqu'un juge un autre, il parle d'un truc important pour lui. Et après, dans la traduction, ça demande du temps, c'est un entraînement. Donc c'est un vrai entraînement. Alors, le réel, le quotidien fait que ça va être vraiment le creuset en fait, de ce qu'on va pouvoir découvrir, mettre en œuvre au fur et à mesure, c'est ça ? Oui, moi je me suis beaucoup entraînée à l'écrit au départ. Une des formatrices avec lesquelles j'ai cheminé disait « Mais vous prenez un carnet à double entrée et la première partie du carnet, vous notez tous vos jugements, et puis peut-être qu'à un moment, dans la semaine, vous aurez envie de les traduire. Mais moi j'ai rempli un certain nombre de carnets et je peux continuer. Alors sauf que maintenant je ne l'écris plus, mais je continue à faire dans ma tête. À me dire, tiens, là, je trouve qu'il se passe ça, tiens, tel est comme ci et comme ça. Ah, ok. De quoi ça parle d'important chez moi ? Donc, c'est comme un réflexe. Sauf que 8000 ans, même si vous mettez 8000 ans et 15 jours de formation, ou 15 ans, mais ça joue toujours pas dans la bascule. C'est ça. En termes de balance, il n'y a pas d'équilibre. Oui, et puis moi, je vois que, en fonction des communautés dans lesquelles je suis, je peux comme me laisser réembarquer dans des habitudes de fonctionnement. D'où l'intérêt, quand on est formé à cette approche, d'avoir des communautés de soutien. Donc soit à travers des groupes de pratique ou d'avoir vraiment des amis sur lesquels on peut s'appuyer pour partager nos avancées, nos interrogations, nos doutes ou nos craintes, pour grandir ensemble. Et pas se sentir isolé de ce fait. Oui, c'est un risque. Ça peut être un risque. Oui. Alors, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de relation à l'autre. Et tu as quand même évoqué la relation à toi. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut se rencontrer soi-même ? Alors, si aussi on peut le dire autrement, est-ce qu'on peut relationner avec soi ? Et est-ce que c'est un passage obligé ou pas pour être vraiment dans cette relation nouvelle avec l'autre ? Moi, j'ai l'impression que ça, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre encore. J'ai dit dès le départ que je n'étais pas une experte de la relation à moi dans le sens de prendre soin de moi. Puis en même temps, plus j'avance avec ce processus, plus je le vois comme un chemin spirituel, plus je le vois comme une occasion de voir l'autre comme étant un aspect de moi, je me demande jusqu'où
finalement, quand j'accompagne l'autre, eh bien, je ne m'accompagne pas moi-même. Et j'aime bien m'asseoir maintenant sur le fait de... Ouais, je vois que de plus en plus, toi, dans mon expérience, je suis de moins en moins séparée des autres. Et que tout ce que je donne à l'extérieur, c'est certainement aussi une façon de me donner aussi quelque chose. Comme un double mouvement. Oui. Tu donnes et tu reçois, en fait. Tellement. En donnant, tu reçois. Tellement. Et que la plupart du temps, je me vois plus recevoir même que donner. Et j'aime ce mouvement. J'ai l'impression que quand on est à cet instant-là, on est au cœur du processus. Et là, il n'y a pas forcément besoin de mots non plus. Pas toujours. Pas toujours. Et je crois... Alors là, c'est pour ceux qui écoutent, qui vont écouter ce podcast et qui me connaissent, je crois que c'est un challenge vraiment, mais je crois que plus ça va et plus je me tais. Parce que je crois vraiment que ce processus dépasse les mots, comme on disait tout à l'heure en début de rencontre. Il se passe quelque chose de beaucoup plus subtil quand on met l'attention vers l'autre, avec tout le soin qui va avec une écoute profonde. Donc une confiance a priori de toute façon dans ce qui peut se passer. Oui, moi je crois que j'ai beaucoup grandi dans la confiance du plus grand avec ce processus. Et ça m'a permis de pouvoir avoir les moyens de vivre les valeurs qui m'ont été transmises avec mon éducation catholique. On me disait d'être bienveillant, on me disait d'être ceci, cela, sans avoir les moyens. Et là, je sais que je peux m'appuyer sur des étapes qui me permettent de vivre ces valeurs-là. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour mes parents, mes grands-parents, tous ceux qui ont cheminé avant moi, pour les valeurs qu'ils ont tenté de m'inculquer sans m'en donner le mode d'emploi. Et là, il me semble que j'ai un mode d'emploi pour le mettre en application. Et un mode d'emploi voilà, que tu peux suivre à la lettre, mais qui parle du cœur de toute façon, et qui part du cœur. Ouais, qui part du cœur, mais quand même avec des indications hyper précises. Ne pas confondre des observations avec des interprétations dans le début d'une relation, c'est quand même un point essentiel. Mettre l'attention sur les sentiments, les émotions, les ressentis, les perceptions corporelles, là où depuis des années, on a plutôt cherché à camoufler tout ce qu'on ressentait, voir que ces émotions, ces sensations, c'est comme des messagers de quelque chose qui veut être entendu et qu'on va nommer besoin, valeur, force motrice, peu importe. Les ados amérindiens appellent ça leur médecine, et qu'on ne va pas confondre les besoins avec certaines stratégies, que ça va nous permettre soit d'être dans la gratitude quand les besoins sont nourris, soit dans le fait de pouvoir développer, le fait de faire des demandes pour se rendre la vie meilleure si les besoins ne sont pas nourris, et qu'on ne va plus confondre les demandes et les exigences. J'ai l'impression quand même que ce sont des repères très concrets. Alors justement, j'allais venir sur une question très concrète, donc on est vraiment en raccord toutes les deux, voilà, de manière un petit peu provocatrice quand même, hein. J'ai envie de te dire, c'est bien beau tout ce que tu nous partages, mais concrètement, comment on fait que l'on soit enseignant, ASEM, chef d'établissement, intervenant pédagogique ou cadre éducatif, quels conseils nous donnerais-tu pour vivre une relation ajustée là à la rentrée? J'aime ta question, Chipi, parce que toi qui as fait quand même une formation avec moi, tu m'as entendu à plusieurs reprises parler du fait que c'est tout sauf une baguette magique et que ça demande de relever les manches et d'oser aller regarder nos propres modes de fonctionnement et de regarder ce qui peut être ajusté et au service d'une relation. Donc, je dirais que pour une rentrée, moi j'aurais tendance à me mettre en mode observation et de regarder qu'est-ce que je peux découvrir de l'autre en l'observant et à côté duquel je serais passée si je l'avais finalement plus ouvert que si je choisis le silence. Ça a à voir pour moi avec comment je peux m'émerveiller de ce que l'autre me dit ou ce que l'autre fait, plutôt que de savoir à la place de l'autre, quoi. Et je vois tellement le challenge à relever entre transmettre des connaissances, parce que l'enseignant, le chef d'établissement, enfin, on a chacun des compétences, on a des choses à transmettre, et puis quand même rester en mode d'émerveillement
par rapport à la relation. Toujours quelque chose à découvrir? Oui, je suis sûre de ça. J'aime bien cette phrase qui dit quand je te dis que je te connais, c'est de la personne d'hier dont je parle. Et de me dire, quand je croise un élève le lundi et que je le recroise le mercredi, est-ce que je peux me dire, tiens, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de nouveau, plutôt que de rester peut-être sur les a priori avec lesquels je suis restée le lundi. Mais ça s'apprend. Ouais. Donc c'est un vrai déplacement en fait à faire au quotidien. C'est un choix. Où est-ce que je mets mon attention? Est-ce que je cherche à avoir raison? Ou est-ce qu'à un moment, je fais le choix d'être heureux? C'est une phrase de Marshall qui, moi, résonne régulièrement. Et comme on a été éduqués, toi et moi, à avoir raison, il y a un moment, on est dans un goulot d'étranglement. Et que ça génère des conflits. Et si je lâche cette idée d'avoir raison, et que je me dis que quoi que tu dises, ça parle d'un truc important chez toi, et que si toi, tu as la même vision et que tu te dis que quoi que je dise, ça parle d'un truc important chez moi, on va partir à la découverte de ce qui est important pour chacune, l'une de l'autre. Mais que si à un moment je considère que je veux avoir raison, je suis sûre que je vais générer de la réaction chez toi. Et couper la relation. Et couper de la relation. Alors, oui, peut-être qu'un jour, je vais réussir à te soumettre. Ou peut-être que tu vas rester dans le camp des rebelles. Mais la soumission et la rébellion, pour moi, c'est les deux mêmes axes du conditionnement. C'est les deux moments où je donne du pouvoir à l'autre de me soumettre ou de me rebeller. Donc restons dans la découverte et l'apprivoisement de l'autre, en tout cas dans une tentative d'aller à la rencontre de l'autre. Aller à la rencontre en sachant que pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a qui se disent « Oh là là, ça c'est un truc de bisounours là et ça va pas le faire. C'est peut-être quelqu'un qui se rend pas compte, elle est complètement à côté de la plaque, elle sait pas ce qu'est la vie d'un établissement avec des gamins 100, 200 ou 500 ou 30 dans une classe. » Moi j'ai vécu 15 ans avec des adolescents, toutes banlieues confondues, et je dirais que c'est grâce à la communication non violente que j'ai récupéré un vrai axe de fermeté. Donc je peux être dans la compréhension de l'autre et en même temps ne pas me lâcher la main sur des valeurs et poser des repères qui sont non négociables. Et je trouve que c'est important aussi que les auditeurs entendent combien ce processus est un processus de bienveillance associé à la fermeté quand c'est nécessaire. Si ce n'est que la fermeté, elle démarre depuis un espace de relation et pas d'un espace de réaction. Donc ça demande beaucoup de travail et donc on va apprendre l'auto-empathie, c'est-à-dire l'art d'entendre ce qui nous arrive pour pouvoir entendre ce qui arrive chez l'autre. Et à partir de là, pouvoir aussi s'exprimer authentiquement et affirmer les valeurs qui sont les nôtres. Donc tout un programme dans les jours à venir et les mois et les semaines, on est d'accord? On est d'accord, oui. On est au moins d'accord là-dessus. On est d'accord sur le fait que c'est un apprentissage, pour moi en tout cas, d'une vie. Mais c'est ce qui me passionne. De rester une éternelle élève. Et dans un éternel émerveillement aussi de l'autre et de soi. Oui, alors il y a des jours où j'aimerais pouvoir m'émerveiller plus rapidement de certaines stratégies pour certaines personnes, et que je vois que ça prend du temps à certains moments pour m'émerveiller. Et il y a des moments où je n'y arrive pas. Et donc dans ce cas, j'appelle des amis pour m'aider à voir clair sur ce qui m'arrive. Apporter un peu de clarté, comme tu dis souvent. Ah oui. Moi, au bout de 15 ans, je commence. J'ai l'impression de démarrer en permanence le chemin d'apprentissage de ce processus. C'est infini. Infini. D'où le côté assez extraordinaire à vivre, parce qu'en fait, ce n'est jamais fini, donc on est vraiment en chemin. Oui, et on est en chemin si on veut bien faire le choix d'une réappropriation de l'existence, c'est-à-dire reprendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Et c'est pas forcément confortable. Alors Véronique, nous arrivons à la fin de ce podcast et voilà, pour entrer dans des petits rituels, je vais te poser 2 questions pour terminer ce podcast. D'abord, à quel moment de ton parcours tu as pris conscience qu'il était vital de prendre soin de toi? Ou pas? Ouais, c'est marrant hein, cette question, c'est plusieurs fois que tu me la reposes là. Et j'y reviens. Et tu y reviens.
Je crois que les moments où je réalise le plus l'urgence de prendre soin de moi, c'est souvent un peu tard. C'est les moments où je vois que j'ai moins de patience pour la relation à l'autre. Comme si les moments où je pourrais dire je fais une allergie à l'humain et d'un coup je me dis oh là là Véro, qu'est-ce qui t'arrive? Je vois tous les moments où à peine l'autre pourrait commencer à parler, qu'il y a quelque chose en moi qui serait tenté de réagir. Je vois que ça c'est le témoin pour moi qu'il y a quelque chose, en tout cas qu'il est urgent que je ralentisse et que je revienne vers moi. Donc c'est un peu comme une alerte, un signal. Oui. Mais j'aimerais bien ne pas arriver à ce niveau d'alerte. Mais je suis encore en train d'apprendre ça. Alors aujourd'hui, comment tu prends soin de toi et de la relation? J'ai des rituels. Vraiment. Et donc le matin, je commence par la lecture de textes. Donc j'ai plusieurs types de livres sur ma table de chevet. Et je commence la journée par des lectures en lien avec des réflexions philosophiques ou spirituelles. Donc c'est vraiment une façon de me nourrir. J'essaie de m'accorder de la marche parce que je vois que quand je marche, il y a quelque chose qui se pose et ça me permet aussi de revisiter certains moments dans la journée et de regarder... est-ce que je suis plutôt dans la gratitude parce que j'étais à l'endroit comme j'aime être ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais aimé vivre différemment ou faire différemment? Et c'est ce qui va me permettre après de revenir vers la personne pour dire tiens, voilà, hier ou avant-hier ou il y a 6 mois, j'aurais aimé peut-être dire les choses autrement. Et puis, une façon de prendre soin de moi, c'est je prends soin de mes aînés. Parce que je me dis que plus je suis en lien avec les gens qui sont ceux qui ont marché devant moi, ma maman notamment qui est toujours en vie, j'ai une de mes cousines aussi qui a 87 ans, je prends beaucoup soin de ces 2 personnes, c'est une façon de prendre soin de mes racines et je les appelle plusieurs fois par semaine, donc j'espère que ça correspond à ce que tu avais envie d'entendre comme façon de prendre soin. Mais c'est ta manière de prendre soin et l'idée c'est que chacun puisse à un moment donné découvrir les siennes et qui lui correspondent. Eh bien, la seule chose qui me vient comme mot, c'est vraiment la gratitude. Merci Véronique pour ce temps et cette expérience humaine que tu viens de nous partager. J'ai entendu se sentir responsable de la relation, prendre soin de soi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont, à mon avis, faire leur chemin. Il y a une résonance dans ce que tu as pu dire. Je suis vraiment très, très impressionnée à la fois par ton parcours et ta manière de partager ce que tu vis et cette manière dont tu donnes envie aussi d'avancer à l'autre. J'ai qu'une envie, c'est qu'on puisse... redialoguer ensemble à un autre moment, que les personnes puissent, si elles le souhaitent, se former au fur et à mesure et découvrir. En tout cas, vous trouverez sous la vidéo les liens qui vous emmèneront vers les sites utiles pour découvrir ce qu'est la communication non violente avec Marsha Rosenberg. Et puis, nous vous mettrons aussi quelques liens utiles, peut-être des livres, des références, pour creuser un petit peu la relation. Donc en tout cas, avec Véronique, nous vous souhaitons une très belle reprise à tous et puis une très belle année. Merci à toi et bonne rentrée à chacun et à chacune.